Pour revenir à notre débat sur la question de l'oubli comme forme d'admiration, j'aimerais reprendre la notion de cendre que j'ai utilisée lors du transfert du corps de ce qui restait de Napoléon en France. J'ai parlé de cendre pourquoi? Non pas tant que Napoléon avait été incinéré, mais parce que cette notion de cendre, elle traduit ce qui reste de l'homme lorsque la mémoire rentre en jeu. C'est une notion qui a été utilisée par Derrida via son travail sur Heidegger. Et dans son travail, la notion de cendre, c'est un peu ce qui reste à l'esprit, lorsque l'esprit n'est plus. Lorsque la matérialité de l'individu s'efface, qu'est-ce qui reste de l'œuvre en définitive? Qu'est-ce qui reste de l'œuvre faite? Qu'est-ce qui reste du travail, du parcours, du témoignage, de la pensée de quelqu'un? Et dans ces cendres, il y a aussi non seulement une lecture du passé, de la situation historique du personnage, qui efface, entre nous soit dit, la personne en tant que telle, et en même temps, il y a une lecture aussi du présent, qui réceptionne ces cendres-là, qui réceptionne ce qui reste de l'itinéraire du personnage, de la personne historique. Et par là même, on peut caractériser cette admiration comme forme d'oubli. C'est-à-dire que ça traduit non seulement une manière d'utiliser le passé, en effaçant tout ce qui relève du monde social, et en même temps ça traduit un peu la société, ou le contexte donné. J'ai lu un texte où il y avait une citation du philosophe Ludwig Feuerbach qui dit « Pour nous autres Allemands, nous sommes contemporains au présent de la philosophie, mais nous ne sommes pas contemporains de l'histoire. Nous sommes contemporains du présent de la philosophie, mais nous ne sommes pas contemporains de l'histoire. » Et cette idée d'être contemporain des idées, mais pas contemporain de la situation où nous sommes, on pourrait dire que grosso modo, ça illustre le déphasage entre ce que nous disons d'admiration sur une référence et le type de culture que nous mobilisons pour cette référence. Et le type de culture que nous mobilisons, dans le cadre actuel, c'est une culture qui s'est restreinte sur elle-même. J'ai parlé de langage commun, j'ai parlé de langage. Alors lorsque je parle de langage, je ne parle pas d'une manière simplement de parler. Je parle d'une sociologie, je parle d'un cadre économique, d'un cadre politique, d'un cadre anthropologique. Pour moi, la définition de langage est très extensive. Elle ne repose pas simplement sur le mode linguistique, d'un discours vis-à-vis de quelqu'un, d'un interlocuteur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on peut prendre l'exemple peut-être plus pratique de Léon Blum. Léon Blum qui, comme Jean Jaurès, c'était la petite bourgeoisie, qui s'est notabilisé en termes de famille, et qui à un moment donné s'est inscrit dans le combat socialiste. Et Léon Blum, il faut juste voir les vidéos qui recensent tous ces faits et ces gestes, ces discours aux ouvriers. On voit que Léon Blum trouve les mots. Il trouve les mots pour dire une situation, pour proposer une conception du socialisme, pour proposer une réflexion politique à des gens qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas allés à l'école normale, comme lui, qui n'ont pas eu d'engagement philosophique comme lui, qui n'ont pas écrit à 20 ans comme lui, qui n'ont pas proposé de la prose comme lui, mais qui, malgré le fait qu'il n'ait pas le même niveau social que Léon Blum, à un moment donné, trouve le langage commun. Ça traduit quoi? Ça traduit le fait que Léon Blum va vers les autres, propose une conception, que ces personnes-là, ces autres-là ne sont pas autres, qu'ils participent de la commune humanité, et que chacun, malgré le fait qu'il participe de différents niveaux sociaux, arrive à trouver ce langage commun. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qui distingue ce discours-là de ce que vous disiez sur François Hollande?
et qui peut se caractériser aussi au niveau des documentaires dont on a fait un peu l'analyse sémiologique. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que dans le discours, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus ni de proposition, ni d'analyse de ce qu'on pourrait appeler le progrès social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, François Hollande peut parler de Jean Jaurès, mais ce qui le distingue du discours d'un Mitterrand à la même époque, parce qu'il était venu voir, il est venu célébrer Jaurès à la même époque, après son arrivée au pouvoir en 81. Ce qui distingue Hollande de Mitterrand en 81 ou de d'autres hommes politiques plus tôt, c'est qu'il ne peut plus proposer de progrès social, grosso modo, de véritable progrès social. Nous sommes dans une situation historique où le discours, c'est plus le discours de comptable qu'un discours véritablement politique ou un véritable discours qui associe les gens autour d'une conception politique. Pour que l'ouvrier puisse écouter, je vais caricaturer, le bourgeois, et pour que le bourgeois puisse venir vers l'ouvrier, lui parler, aller à Carmaux, aller dans une manifestation à Paris pour discuter, pour débattre et pour proposer, comme l'a fait Léon Blum et comme il l'a fait dans toute la France, il faut quand même proposer une idée de progrès social. C'est par l'idée de progrès social que, d'une certaine manière, votre statut social d'origine s'efface au profit d'une vision collective de l'avenir politique, d'une vision collective du progrès social collectif. Et si on n'a plus cette vision progressive, je disais progressiste, mais bon, socialiste, ou si on n'a pas une vision collective de ce progrès social, d'une certaine manière, on efface le seul moyen de transcender le niveau des classes sociales respectives. Donc, vous pensez bien que si vous avez un discours de comptable sur le budget, l'Europe et l'Union européenne, il va être plus difficile pour vous d'aller voir un ouvrier en lui disant unissons-nous et comprenons et proposons quelque chose ensemble. Parce que, grosso modo, la seule chose qu'on propose, c'est le budget, c'est les finances et c'est l'économie. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas important, mais en termes de conception et de projet politique, c'est assez compliqué à justifier. Et je pense que cette question du politique, en ayant conscience que la France est une nation qui est éminemment politique, qui est d'abord politique, démontre que c'est par la politique que les catégories se transcendent, que les catégories sociales, politiques se transcendent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet commun. Lorsque le projet commun est en crise, chacun est renvoyé, soit son identité sexuelle, soit son identité religieuse, soit son identité sociale, soit son identité culturelle, soit son identité personnelle, et qu'il n'y a plus de langage commun, c'est-à-dire plus de projet politique commun, parce que langage commun veut dire en définitive politique commun. Plus de projet politique commun à proposer. Et ce qui fait qu'en définitive, que reste-t-il de la référence ? Que reste-t-il de l'admiration de la cendre ? C'est-à-dire ce qui reste d'une admiration déterminée par un oubli actif, d'un itinéraire, qui est aussi l'oubli d'un monde social à qui on ne peut plus s'adresser. Et ça ne traduit pas simplement l'attitude ou le comportement ou le langage du politique, mais ça traduit aussi le langage et le comportement d'une conception aussi intellectuelle, où en définitive, on n'arrive plus à trouver un langage commun, sinon par le discours victimaire des sans et ou de l'invisibilité. Donc d'un côté il y aurait les sans grades, les sans noms, les sans papiers, et j'en passe. Et de l'autre côté il y a les invisibles, ceux qui n'ont pas de nom reconnu et qu'il s'agirait de ramener dans l'espace public visible. Mais bon, le défaut de ces conceptions-là, c'est qu'il n'y a pas d'analyse de culture politique ou d'idéologie politique. Qu'est-ce qu'on propose aux gens si c'est simplement une reconnaissance égotique de leur itinéraire particulier ? S'il n'y a pas une réflexion idéologique, n'ayons pas peur des mots, sur qu'est-ce que c'est que le progrès social aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'élévation intellectuelle, qu'est-ce que c'est que la méritocratie,
républicaine, qu'est-ce que c'est que le projet collectif, qu'est-ce que c'est qu'une nation. Toutes ces notions, toutes ces entités qui faisaient sens à un moment donné et qui aujourd'hui sont devenues une langue morte, pour reprendre la notion utilisée par le Premier ministre actuel, mais qu'on pourrait renvoyer au discours du Premier ministre, qui est celui de célébrer quelque part son parcours méritocratique, en disant qu'on pourrait le relayer en projetant sur l'espace social actuel français. Mais cette idée de méritocratie elle-même a un problème. Quid de la méritocratie sans progrès social collectif? Quid de ce que certains ont appelé de manière très impropre la discrimination positive, si les 2/3 de ceux qui sont fils d'ouvriers ou fils de chômeurs restent sur le carreau de l'ascenseur social et se retrouvent plutôt dans le descenseur social. Donc il y a une panne généralisée, une aporie, pour prendre une notion philosophique, c'est-à-dire l'épuisement d'une question qui bute sur ses propres contradictions. Et dans cette contradiction principielle, on peut caractériser l'idée de prendre l'effigie, la figure du héros, sans prendre les principes qui ont sous-tendu ce héros-là, quelque part. Et en prenant la figure sans prendre les principes, on traduit non pas une vision négative, manipulatoire de méchantes personnes, penseurs, politiques qui utiliseraient les uns pour effacer l'autre, non. Mais ça traduirait plutôt l'impuissance actuelle d'un certain ronronnement de discours, de pensée, qui, faute de transformer le réel, ou d'en proposer au moins une amélioration, se contente simplement d'en gérer les conséquences et d'en pleurer les finalités, sans jamais poser les problématiques en amont. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui une nation? Qu'est-ce qui fonde un système de culture politique partagée? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui une nation? Est-ce qu'il n'y a pas toute une réflexion à faire sur la culture politique, sur l'idéologie politique? Est-ce qu'il n'y a pas toute une réflexion à faire sur qu'est-ce qui fonde aujourd'hui l'école, la République? Alors on me dira que beaucoup se posent ce type de questions, beaucoup travaillent sur ce type de questions. Le sujet pour moi, c'est qu'on reste quand même sur un mode déploratif, et non pas sur une vision prospective, qui traduit la cendre, et qui empêche de voir la flamme. Cette flamme d'une espérance à venir, d'une démarche collective qui peine encore aujourd'hui à se faire jour. Je vous remercie.